Très bien, les gars. Nous avons donc retardé la deuxième partie de la série Devenir Brigitte. Parce qu'après avoir annoncé que nous allions diffuser l'épisode sur notre site candaceowens.com, nous avons subi d'importantes attaques DDoS tout le week-end. En gros, nos serveurs étaient submergés. Puis, hier soir, nous avons reçu une deuxième lettre fortement formulée du Palais de l'Élysée, de la part de Brigitte et Emmanuel Macron. Cette fois, c'est une lettre très brève que nous allons vous montrer dans son intégralité plus tard dans l'émission. Que pouvons-nous dire si ce n'est que les Macron ne se comportent vraiment pas comme un couple qui n'a absolument rien à cacher? Alors, essayons de comprendre pourquoi ils agissent de cette façon. Bienvenue à nouveau dans notre série Devenir Brigitte. Beaucoup de gens se demandaient, avec le premier épisode, l'entrée dans cette série, pourquoi les Français laissent-ils cela se produire? Comment ont-ils pu laisser toutes ces choses se produire? Et vous vous demandez probablement comment Brigitte et Emmanuel Macron ont bien pu réussir cela en orchestrant essentiellement cette vaste censure de la presse, de sorte qu'aucun d'entre nous n'était même au courant de toutes ces choses étranges qui se passent dans leur pays. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron, qui était pratiquement inconnu du public 1 an avant son arrivée au pouvoir, ait réussi à saborder la campagne de François Fillon, l'homme qui était quasiment assuré de devenir président? Comment a-t-il fait tout cela? Eh bien, pour les anglophones, c'est un peu comme l'ascension de Barack Obama. Bien sûr, Barack Obama était sénateur et donc impliqué en politique dans une certaine mesure, mais son ascension à la présidence est en quelque sorte sortie de nulle part à bien des égards, sauf que Barack Obama n'était pas marié à quelqu'un de plus de 20 ans son aîné. Emmanuel Macron, pour être très clair. Je le répéterai encore et encore, il n'avait que 14 ans lorsqu'il est apparu dans une pièce de théâtre à son école, la Providence. Brigitte, à cette époque, était enseignante dans la même école et dirigeait un atelier de théâtre. Elle avait en fait 39 ans à ce moment-là et était apparemment mariée avec 3 enfants. L'un de ses enfants, Laurence, avait le même âge et était donc à l'école avec Emmanuel Macron. D'accord. L'histoire raconte donc qu'elle l'a vu jouer dans une pièce et qu'elle a été tout simplement bouleversée, finissant par ne plus pouvoir résister à ses sentiments pour ce prince bien plus jeune, à tel point qu'elle a fini par divorcer de son mari. Elle a brisé sa famille à cause de cela. Bien sûr, c'est objectivement une histoire très glauque. Alors, comment diable ont-ils réussi à la faire accepter par le public français? C'est là que nous devons commencer. La réponse, bien sûr, comme toujours, c'est grâce à une campagne de propagande très intense, qui est remplie de mensonges et de graves déformations intentionnelles. Comme l'explique Xavier Poussard, le journaliste qui a révélé cette histoire incroyable dans son livre à paraître, il a écrit ceci, je cite, « Pour vendre cette histoire improbable, une propagande intense a été déployée sur tous les médias, télévision, radio et Internet. Des livres faisant l'éloge de Brigitte et Emmanuel et des couvertures de magazines glamour ont saturé l'espace public. Le but était d'instiller de façon subliminale dans les esprits un récit conçu par la crème des spécialistes parisiens de l'image publique. Ce récit romanesque racontait l'histoire d'Emmanuel Macron, un élève précoce et virtuose au lycée La Providence d'Amiens. La presse le comparait à Mozart, qui a su conquérir sa professeure Brigitte, une femme dynamique, belle et charismatique. » Fin de citation. Donc oui, ils ont vendu cela comme une histoire de triomphe sur le conformisme, n'est-ce pas? Cet amour qui défie les âges, peut-être comme nous le savons maintenant, un clin d'œil précoce aux œuvres écrites de l'auteur préféré de Macron, André Gide, qui, comme nous l'avons mentionné dans un épisode précédent, s'est lui-même reconnu pédéraste, a violé des garçons musulmans, et il a écrit ouvertement à ce sujet. Et malgré cela, il finirait, ou du moins son livre finirait, dans le premier portrait présidentiel d'Emmanuel Macron. C'est incroyablement glauque. Le 14 avril 2016, lorsque Paris Match, le magazine, consacre sa première couverture à Brigitte, les lecteurs apprennent qu'un jour, dans son cœur, tout change secrètement. Elle assiste à la pièce de Milan Kundera intitulée « Jacques et son maître », dans laquelle l'un des élèves de 3e, Emmanuel Macron, tient le rôle principal. Il a déjà l'œil de l'aigle, n'est-ce pas? Oh oui, il a déjà l'œil de l'aigle, je crois que... Il se concentre sur Brigitte, c'est ce qu'on nous dit. Voici d'ailleurs une petite vidéo d'Emmanuel Macron jouant dans une pièce lorsqu'il était plus jeune. Vous pouvez simplement regarder ceci. On peut laisser tourner la vidéo.
Merveilleux, absolument merveilleux et véritablement irrésistible pour une femme de presque 40 ans qui se sentait revivre et redécouvrir une passion oubliée. Cette expérience l'a profondément marquée et l'a incitée à rejoindre son atelier théâtre l'année scolaire suivante, une décision qui allait changer le cours de sa vie et lui apporter une joie immense et inattendue. Nous devrions maintenant nous arrêter ici pour considérer à quel point il est terrifiant que les médias, en tant qu'entité, aient ce genre de pouvoir de romancer des actes de pure méchanceté, puis de manipuler et d'intimider ceux qui reconnaissent qu'il en est ainsi. Ceux d'entre nous qui disent « Non, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette image ». Quoi qu'il en soit, pas moins de 60 couvertures de journaux ont été consacrées à Brigitte en l'espace de seulement 26 mois. Paris Match, seul jusqu'à présent, a consacré 13 couvertures à Brigitte. Maintenant, je dirais que c'est une sorte de stratégie psychologique de sursaturation, n'est-ce pas? Si vous donnez au public autant d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, il devient immédiatement invraisemblable pour la personne moyenne qu'il puisse y avoir quelque chose de caché, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement d'informations que cela devient en quelque sorte l'effet du spectateur médiatique. Si autant de personnes couvrent l'histoire, alors l'histoire doit forcément être couverte. Elle l'est déjà. Il n'y a plus rien à apprendre pour nous. Je vais donc maintenant vous raconter la légende officielle qui a été établie à propos de Brigitte Macron à cette époque par les médias. La voici. Tout d'abord, ils ont dit au public que la différence d'âge entre eux était qu'il avait 17 ans, ce qui est un pur mensonge, et que Brigitte, à l'époque, avait 36 ans, ce qui est également un pur mensonge. Passons maintenant en revue la chronologie de la vie antérieure de Brigitte, qui a été affirmée par ces mêmes médias, d'accord? Ils nous disent qu'en 1953, le 13 avril 1953, ironiquement à la même date que la création du programme MKUltra, Brigitte Trognaux, nom de jeune fille Trognaux, est née à Amiens. Elle était la plus jeune fille d'une famille de confiseurs qui prospérait dans le nord de la France. Ensuite, ils nous disent qu'après une éducation catholique stricte chez les Sœurs du Sacré-Cœur, en 1974, à l'âge de 21 ans, elle a épousé un homme nommé André-Louis Osier, devenant alors Brigitte Osier, mariée à un cadre bancaire. Suivant les traces de son mari, Brigitte Osier a commencé une carrière d'attachée de presse à la Chambre de commerce de Lille. Et ensuite, ils ont eu 3 enfants en une seule fois. L'aîné, Sébastien, en 1975, un fils. Ensuite, ils ont eu Laurence, une fille. C'est celle qui avait le même âge qu'Emmanuel Macron et qui a été à l'école avec lui. Il l'aurait eu apparemment en 1977. Et puis est arrivé Tiphaine. Tiphaine, vous le remarquerez, est vraiment la seule des enfants à prendre la parole et à défendre Brigitte Macron, ce qui est assez intéressant. Il l'aurait eu apparemment en 1984. Et puis, l'histoire continue après. Après être devenue attachée de presse et avoir travaillé à la Chambre de commerce, elle a décidé de se reconvertir dans l'enseignement à un moment donné au milieu des années 1980, d'abord à Strasbourg comme professeure de littérature au collège protestant Lucie Berger, puis, bien sûr, à la Providence, le collège jésuite de sa ville natale, Amiens, car elle et Emmanuel Macron viennent du même endroit. En 1991, elle y est retournée. Et bien sûr, pendant qu'elle était là-bas, elle est tombée follement amoureuse du brillant élève Emmanuel Macron. Toute cette histoire était racontée sans aucune photo, n'est-ce pas? Et donc, alors que la presse vendait cette histoire, ils essayaient de pousser les lecteurs à imaginer que Brigitte était tout simplement irrésistiblement sexy et séduisante, n'est-ce pas? Comme si elle était une sorte de pin-up des années 1980. Tout simplement incroyable, du genre Claudia Schiffer. C'était l'image qu'ils essayaient d'imprimer dans l'esprit des gens. Genre, elle est plus âgée maintenant, mais oh, si vous l'aviez vue à l'époque où Emmanuel Macron l'a rencontrée, c'était une pin-up et elle portait des jupes courtes. Il racontait qu'elle portait des jupes et que tous les garçons bavaient devant elle. Tous ces garçons qui, par hasard, traversaient la puberté à l'école, fantasmaient sur cette professeure sexy, genre Claudia Schiffer. Et bien sûr, le brillant virtuose Emmanuel Macron et elle ont alors commencé une sorte de relation clandestine. Des années plus tard, en 2006, réalisant qu'elle était éperdument amoureuse d'Emmanuel Macron, elle a pris la grande décision de briser sa famille en divorçant de son mari, André-Louis le banquier, et en épousant son ancien élève Emmanuel Macron seulement 1 an plus tard, en 2007. Bon, encore une fois, c'est la légende qui a été établie par les médias.
Pour contrôler l'image publique de Brigitte, le couple a alors fait appel à une femme connue sous le nom de Michelle Marchand. Elle se fait appeler Mimi pour faire court. C'est la femme que je vous montre ici, à gauche, marchant à côté de Brigitte. Et elle est connue comme la papesse de la presse People, la papesse de la presse à célébrité. On ne s'oppose pas à Mimi. J'en parle toute la semaine, les relations publiques pour les gens qui sont au sommet. Elle vous brisera si elle en a besoin. Vous pouvez voir tous les types de procès dans lesquels elle a été impliquée. Elle a été accusée d'utiliser des tactiques de chantage et de coercition. Nous allons en parler dans un instant. Et sa tâche consistait essentiellement à inonder le public de ces photos hyper sélectionnées du couple présidentiel en devenir, paraissant retouchés et fabuleux. Vous savez, vendre simplement l'idée que rien d'étrange ne s'est passé dans le passé. Et donc Mimi a pu profiter essentiellement d'une quasi-exclusivité sur l'image de Brigitte grâce à son agence photo qui s'appelle Best Image. Vous verrez, à mesure que nous avancerons dans cette série, que vous-même allez tomber dans ce terrier et vous commencerez à chercher des photos et à essayer de vérifier des choses sur le passé de Brigitte. Et vous allez remarquer dans un coin que beaucoup de ces photos portent à la mention Best Image. Oui, c'est bien l'entreprise de photos de Mimi Marchand. Cela signifie que Mimi contrôlait cette image. Maintenant, en ce qui concerne les conversations qui avaient lieu entre Mimi et Brigitte, il y avait une personne qui jouait le rôle d'intermédiaire. Et cette personne s'appelle Xavier Niel. C'est un milliardaire, il faut le savoir, l'un des hommes les plus riches de France. Et je dois préciser qu'il est aussi le gendre de Bernard Arnault, le PDG et président de LVMH. Oui, ce LVMH-là. Louis Vuitton, Moët et Hennessy. En janvier de l'année dernière, Bernard Arnault a dépassé Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche du monde. Les enfants de Bernard Arnault, 2 d'entre eux, ont en fait été enseignés par Brigitte à l'école. Il faut savoir que 2 de ses enfants ont été enseignés par Brigitte à l'école. Plus tard, Brigitte a développé une relation étroite avec la fille aînée d'Arnault, Delphine, qu'elle n'a pas enseignée et qui allait devenir la fournisseuse de vêtements de Brigitte, évidemment via Louis Vuitton. Directrice artistique et styliste, d'accord? Pour résumer, Bernard Arnault a une fille qui s'implique dans le stylisme et l'habillage de Brigitte Macron, la première dame, et elle le fait évidemment via Louis Vuitton, en sollicitant leur directeur artistique pour être le styliste. Ce directeur artistique s'appelle Nicolas Ghesquière. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Qui se soucie de ce que porte Brigitte? Eh bien, il faut juste savoir, pour l'anecdote, que cet homme-là est le principal promoteur du transgendérisme et de l'androgynie dans le monde de la mode. Il est énorme, d'accord? Non seulement il l'a été, et cela vient directement du magazine Out, il embauche délibérément des mannequins transgenres et les choisit pour ouvrir les défilés de Louis Vuitton, comme lorsqu'il a sélectionné une personne transgenre de 23 ans nommée Crow Kian pour ouvrir leur défilé de 2018, lors duquel ils ont présenté leur collection Printemps-été. Mais Ghesquière s'est également donné pour mission de lancer la carrière de nombreux mannequins transgenres dans toute l'industrie de la mode. Par exemple, une personne nommée Teddy Keane-Livon lui a exprimé sa gratitude. Nicolas Profusely, qui à l'âge de 23 ans, est devenu un nom connu après avoir été découvert par Nicolas Ghesquière. Il a été découvert à l'âge de 21 ans. À 23 ans, il le remerciait. Et donc, voilà simplement la personne qui habille Brigitte. Je m'égare. Et alors? OK, le styliste de Brigitte est spécialisé dans le transgendérisme dans le monde de la mode en tant que directeur artistique pour LVMH. Une coïncidence, pourrait-on dire. Droite? Bien. D'accord. L'objectif ici est également de démontrer le type de pouvoir qui entoure Brigitte, car lorsque nous considérons comment il pourrait être plausible qu'une histoire de cette ampleur ait été intentionnellement dissimulée par les médias grand public. Ouais. Eh bien, il est assez important de savoir qui compose l'entourage et à quel point ces personnes peuvent être puissantes. L'autre point, c'est que Xavier Niel, pour y revenir, c'est le gendre de Bernard Arnault qui a servi d'intermédiaire entre le couple présidentiel en devenir et Mimi Marchand, notre papesse de la presse. Xavier, Niel et Mimi se sont rencontrés grâce à un avocat commun, car tous deux ont un passé un peu trouble. OK, Xavier, dans les années 1980, a aidé à développer un service de chat dédié au cybersexe, ce qui est devenu incroyablement lucratif pour lui. Et ensuite, il est devenu copropriétaire d'une chaîne de peep show. Et l'un d'eux s'est avéré plus tard être une couverture pour un réseau de prostitution. Et en 2004, il a été arrêté pour proxénétisme aggravé.
Je dois préciser ici que ces accusations ont ensuite été abandonnées. Mais je veux aussi ici citer le livre de Xavier Poussard. Il dit ceci: beaucoup a été écrit sur Xavier Niel, le père de la Freebox et du forfait mobile à 2 euros. En gros, pour clarifier pour les auditeurs anglophones, c'est un peu comme le bundle Verizon. C'est ainsi qu'il est devenu extraordinairement riche. Aujourd'hui, il est un membre à part entière de l'hyperclasse mondiale, connecté à tous les grands noms de la Silicon Valley et propulsé par Henry Kravis au conseil d'administration du puissant fonds d'investissement américain KKR. Cependant, le rôle de son service de stockage, DL Free, dans l'hébergement de pornographie enfantine, reste encore trop méconnu. Et Free a même été décrit par le Centre canadien de protection de l'enfance comme la plus grande source d'images d'abus sexuels sur enfants. D'accord, maintenant, vous pouvez suivre cette piste, vous pouvez chercher ce qu'est le projet canadien de protection de l'enfance, Arachnet, et pourquoi ils ont commencé à s'attaquer à cela. Et cela a des liens avec Xavier O'Neill, mais ce n'est pas de cela dont nous sommes venus parler. Je suis ici pour vous raconter comment il a rencontré Mimi Marchand grâce à un avocat commun, car elle purgeait une peine, Mimi Marchand, après avoir été accusée de diverses choses. Elle avait accumulé une série de peines de prison avec sursis dans les années 1980 et a passé 2 ans derrière les barreaux en attendant son procès pour son implication avec son petit ami gangster, qui est identifié dans sa biographie sous le nom de Hafid, même si finalement elle n'a pas été condamnée. Et puis, finalement, Xavier Niel lui a donné de l'argent pour sauver Best Image. Puis, en 1998, elle a écopé d'une autre peine de 3 ans de prison avec sursis à cause d'un autre ancien petit ami et d'une opération complète de trafic de drogue. Et grâce à cela, Xavier l'a de nouveau aidé financièrement, bien sûr, en 2024, lorsqu'il a encore sauvé son agence photo Best Image. Et en retour, pour l'avoir aidé ou avoir sauvé Best Image, j'en suis sûre qu'elle veille sur les images de lui et de ses associés dans le public, d'accord? Alors, à quel point cette femme, Mimi, a-t-elle été centrale dans la création de cette image de Brigitte auprès du public, d'accord? Cette femme qui est connue pour être un peu une gangster dans les coulisses. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire vos propres recherches sur elle, Mimi Marchand. En fait, je crois que le New York Times vient justement de publier un article à charge sur elle et sur toutes ses implications. Eh bien, un peu plus d'1 an après l'investiture de Macron comme président de la France, Mimi s'est fait prendre en photo dans le bureau présidentiel, faisant un V de la victoire avec ses mains. Oui, parce qu'ils avaient effectivement réussi à tromper le public au sujet de Brigitte. C'est ce que j'imagine que tout cela signifie. Mais ensuite, quelque chose de vraiment intéressant s'est produit, d'accord? Quelque chose de très intéressant s'est produit. Brigitte et Emmanuel, peu de temps après que cette photo ait été prise, ont décidé de s'éloigner prudemment de Mimi Marchand, leur attachée de presse, parce qu'elle était impliquée dans un autre scandale. Et vous savez, je vous le dis, il semble vraiment y avoir beaucoup de petits dérapages autour de ce couple. C'est bizarre, d'accord? Donc, Mimi partage aussi une autre amie avec Brigitte. Elles ont une amie en commun, un milliardaire qui s'appelle Marc Lady de La Charrier, d'accord? Marc est tellement proche de Brigitte, pour être très clair, tellement proche de Brigitte Macron, et il aime être photographié en compagnie de Brigitte Macron, à tel point qu'ils ont décidé d'assister ensemble à la représentation d'un spectacle, un spectacle appelé Starmania. Et vous vous dites, waouh, pourquoi est-ce que je me souviens que Candace a parlé de Starmania dans le dernier épisode? Ah, parce que c'était le spectacle auquel ils ont assisté ensemble, produit par Thomas Joly, où Brigitte a ensuite personnellement choisi Thomas Joly pour s'occuper des Jeux olympiques. Donc Marc Ledry était avec elle, d'accord, à cette première, quand ils se sont dit « c'est le bon gars pour organiser ces Jeux olympiques » ou le spectacle olympique, qui comportait évidemment des personnes transgenres ou des drag queens qui défilaient. Il y avait beaucoup de choses qui offensent ma sensibilité chrétienne et j'irais jusqu'à dire que c'était satanique. Quoi qu'il en soit, vous vous demandez sûrement pourquoi l'ami commun de Mimi et Brigitte a causé un problème pour le couple présidentiel, au point qu'ils ont soudainement décidé de prendre leur distance avec Mimi. Eh bien, Marc, ce gars-là, Marc Ledry, un autre milliardaire, a un fils vraiment perturbé qui s'appelle Jérémy. Et peu de temps après que Mimi ait pris cette photo dans le bureau présidentiel, il a été révélé que Mimi avait rendu service à son ami Marc en gardant le nom et le visage de Jérémy hors de la presse, parce qu'elle contrôle la presse. C'est un peu comme une mafieuse de la presse, pour ainsi dire. Jérémy, son fils, était l'ancien directeur d'une société de divertissement pour enfants qui a été condamné 2 fois.
une fois en 2008 et une autre en 2015. Et vous n'allez jamais deviner pourquoi. Des affaires de pornographie infantile. Et puis encore, au-delà de cette période et récemment, en 2004 et 2024, la mère de ses enfants a appelé la police à leur domicile de Marrakech, par peur, après avoir fouillé son ordinateur. Et ils ont de très jeunes enfants. À l'époque, ils avaient 3 ans et 1 an, je crois, après avoir découvert encore plus d'images sur ses ordinateurs. Les enquêteurs ont trouvé 4000 images d'enfants sur son ordinateur, des enfants nus qui étaient violés. Pour cela, il a d'ailleurs reçu une nouvelle tape sur les doigts. D'après ce que j'ai pu trouver en ligne, et encore une fois, évidemment, le français n'est pas ma langue maternelle, il n'a été condamné qu'à 8 mois pour cela. Et cette peine a été assortie d'un sursis, ce qui signifie qu'elle ne sera appliquée que plus tard. C'est la dernière information que j'ai pu trouver à ce sujet. Je suis prêt à corriger cela si cette information est erronée. Donc, cela fait 3 condamnations pour pornographie infantile pour Marc. Et Mimi a aidé à dissimuler celle de 2015. Bref, couvrir les traces de Jérémy et cette condamnation n'a pas donné une bonne image au nouveau couple présidentiel. Ils ont donc commencé à s'éloigner d'elle, mais Mimi fait partie de ces personnes dont nous parlions hier, ces agents de relations publiques qu'il ne vaut mieux pas contrarier. D'accord. Et ça, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé que les gens commencent à dire qu'elle était mise à l'écart, qu'elle n'était plus autorisée à entrer au palais de l'Élysée. Puis, en octobre 2018, un livre intitulé « Le livre de Mimi » a été publié. Et il est devenu encore plus évident qu'elle était persona non grata dans le cercle rapproché présidentiel. Et elle n'était plus invitée à assister aux réunions du jeudi à l'Élysée. Alors, que fait une personne des relations publiques quand elle se sent trahie? Vous savez, elle lâche une bombe dans la presse. Et il semble qu'elle ait effectivement lâché une bombe, une explosion médiatique à propos de Brigitte Macron dans le magazine Closer. D'accord, Brigitte avait apparemment été aperçue à l'entrée de l'hôpital américain de Paris, soi-disant pour subir une chirurgie esthétique sous anesthésie générale. Et la première dame était furieuse de cette publication. OK, elle a publiquement condamné le magazine Closer pour son invasion de la vie privée préférée. D'accord, c'est compréhensible si vous êtes à l'hôpital en train de travailler. Sa réaction, cependant, semble excessive, surtout aux yeux du journaliste Xavier Poussard. Cela lui a semblé étrange, car 1 an plus tôt, un autre magazine appelé The Express l'avait également dénoncé pour avoir été examiné par un médecin nommé Dr. Sidney Ohana. Et pourtant, elle s'en fichait. Elle n'a rien affronté. Ce médecin et The Express n'ont fait l'objet d'aucune condamnation publique. Brigitte n'était pas en colère contre eux, alors Xavier se demande « Qu'est-ce qui, dans cette publication et dans Closer, l'a particulièrement fait paniquer, l'a poussé à aller jusqu'à établir pour la première fois un précédent où la première dame sort publiquement pour condamner la presse ?» Il s'est donc mis à éplucher cet article et Closer pour essayer de comprendre « Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui l'a mise hors d'elle? » Et il l'a trouvé. Vous voyez, même si Closer n'avait pas nommé le chirurgien, ils n'ont absolument pas donné le nom du chirurgien qui a opéré Brigitte. Ils ont fait ce petit truc mesquin où ils ont laissé un indice énorme et indéniable sur l'identité du chirurgien. Dans le magazine, ils décrivaient le chirurgien comme, je cite, « un éminent chirurgien plasticien, médiatique, qui cite volontiers Victor Hugo. Son expression favorite, la chair de femme, l'argile idéale. » Eh bien, il n'y avait qu'un seul chirurgien qui avait été présenté dans la presse avec cette citation 1 an plus tôt dans Paris Match et son nom était Dr. Patrick Buet. C'est un chirurgien esthétique à l'hôpital américain de Paris qui, dans ce dossier de Paris Match intitulé Opération jeunesse réveillée, répond à une question qui lui est posée et dit « La chair de la femme, l'argile idéale ». Alors, pourquoi cela a-t-il été une révélation explosive ou plutôt une menace? Qui a été faite, un coup tiré, si l'on veut, à Brigitte Macron? Parce que, en France, Patrick Buet est surtout connu pour une chose, la chirurgie de féminisation. Il est le roi de la chirurgie de féminisation pour les personnes transgenres. Pour adoucir les traits du visage, si vous êtes un homme qui souhaite devenir une femme, il adoucira vos traits grâce à la chirurgie de féminisation. Et s'il restait le moindre doute dans l'esprit de quiconque quant à savoir s'il était effectivement utilisé par Brigitte Macron, il suffisait d'attendre jusqu'en 2023, car voici une photo d'eux ensemble. Des années plus tard, en 2023, Emmanuel Macron a décidé de décerner au docteur
Patrick Buis la Légion d'honneur, une haute distinction de la République française. Imaginez la médaille de la liberté aux États-Unis. C'est cette distinction qu'il reçoit. Nous allons faire une pause ici car cela fait beaucoup d'informations à digérer, à analyser et à approfondir. Encore une fois, nous ne faisons qu'effleurer la surface en ce qui concerne ce couple. Et les liens, le pouvoir qu'ils détiennent et la manière dont ils ont pu orchestrer cette farce au vu et au su de tous. Ce que nous vous montrerons dans le prochain épisode, c'est comment le récit commence à s'effondrer. Et nous pouvons à nouveau afficher cette chronologie. Comment cette image parfaitement façonnée du passé de Brigitte, sans aucune photo, a commencé à éveiller les soupçons. Les gens se sont dit « Attendez une seconde, il y a quelque chose qui cloche ici ». Et tout commence en quelque sorte avec seulement quelques photos publiées de Brigitte Macron à l'époque où elle aurait soi-disant été une pin-up. Et elle ne ressemblait en rien à une pin-up. Et elle ne portait pas de jupe courte. Elle portait des costumes amples. Et non, elle ne donnait pas l'impression d'être quelqu'un pour qui les adolescents se seraient bousculés. La voici juste ici. La voilà à l'époque où elle enseignait. C'est ça, la pin-up sexy à la Claudia Schiffer. Et les gens ont commencé à se dire « Attendez une seconde. Est-ce qu'on nous vend tout un tas de mensonges? » Et la réponse, bien sûr, va être oui. Mais je veux d'abord vous montrer la lettre que nous avons reçue hier de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Mais avant de lire cette lettre dans son intégralité, je vais passer la parole à l'un de nos sponsors, Good Ranchers, qui nous soutient depuis le tout début. J'adore vraiment Good Ranchers. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 85% du bœuf nourri à l'herbe vendu en magasin est importé, et cela, c'est parce que la loi sur l'étiquetage du pays d'origine a été abrogée en 2015. Donc maintenant, la viande peut être emballée ici aux États-Unis et obtenir une étiquette « Produit des États-Unis », même si elle est née, élevée et abattue à l'étranger. La vérité, c'est qu'une grande partie de la viande dans les rayons des supermarchés contient des choses que vous ne voulez pas. Des antibiotiques, des hormones, des origines douteuses et même des huiles de graines nocives. Mais GoodRancher.com change la façon d'acheter de la viande. Leur viande est née, élevée et abattue ici même aux États-Unis, donc vous savez exactement d'où elle vient. Elle est exempte d'additifs cachés, sans antibiotiques, sans hormones ajoutées et sans huile de graines. Vous pouvez aussi découvrir la boîte exclusive Candace Owens avec mes sélections personnelles. Soutenez mon émission et vous pouvez soutenir directement les éleveurs américains en allant sur goodrancher.com/Candace pour faire vos achats dès aujourd'hui. Et en ce moment, Good Ranchers lance sa promotion « Nouvelle année, nouvelle viande ». Vous et votre famille puissiez obtenir la qualité que vous méritez. Abonnez-vous à l'une de leurs box et recevez du bœuf haché, des filets de poulet ou du saumon gratuit dans chaque commande pendant 1 an. De plus, vous bénéficierez de 25 $ de réduction en utilisant mon code CANDACE lors du paiement. C'est une protéine de haute qualité et saine dans chaque commande. Livrée gratuitement à votre porte pendant toute une année. Rendez-vous dès aujourd'hui sur goodgrandchère.com et n'oubliez pas d'utiliser mon code CANDACE pour obtenir votre viande gratuite et 25 $ de réduction. Très bien, les amis. Donc la lettre, c'est fou. On est vraiment... Je ne sais même pas quoi dire ici. Je ne sais pas quoi dire. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore regardé les épisodes précédents, vous devriez le faire. Ici sur YouTube, nous allons tout rassembler afin que vous puissiez voir toute la série de ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Ils nous ont envoyé une lettre. Et essentiellement, dans cette lettre, ils n'ont pas abordé le fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte Macron était une femme, mais ont commencé à décortiquer d'autres choses que nous avions dites en disant que cela pourrait être de la diffamation à cause de ceci. Cela pourrait être de la diffamation à cause de cela. Nous leur avons répondu et avons essentiellement dit « Écoutez, nous ne sommes pas là pour mentir. Nous croyons, enfin je crois, Candace croit que Brigitte Macron est née homme biologique. Nous ne faisons évidemment pas cela pour nous amuser. D'accord. Et nous allons vous donner l'occasion de répondre à ces questions par oui ou par non. Des questions très simples, nous les avons abordées dans le premier épisode. Des questions comme « La première dame, Brigitte Macron, a-t-elle donné naissance à 3 enfants? Oui ou non? Est-elle née homme biologique? Qui est la personne sur cette photo? Etc., etc. » Et ils ne nous ont absolument pas répondu. Nous leur avons donné, je crois, ce qui équivaut à 10 jours, peut-être plus de 10 jours, pour répondre avant que nous ne lancions la première partie de notre série. Nous n'avons pas eu cette chance. Puis, après la première partie, l'épisode introductif d'hier soir, nous avons reçu un email de leur équipe juridique ici aux États-Unis. Et je ne plaisante pas, je vais simplement vous le lire dans son intégralité parce que j'ai compris qu'ils essayent de prétendre que nous avons sélectionné ce que nous vous avons lu.
Oui, c'était une lettre de 100 pages. Nous n'avions pas 3 heures et rien dans cette lettre ne répondait à notre question de savoir si Brigitte Macron était un homme ou non. Nous comprenons que vous essayez de faire croire que des erreurs de colorisation pourraient constituer une diffamation. Nous connaissons votre jeu. Alors, plongeons dans cette lettre que nous avons reçue et je vais vous expliquer à quoi ils font référence et ce que nous leur avons répondu dans notre lettre. Vous pouvez donc voir que cela commence par nous faire savoir que cela concerne, ou puisque c'est dans le coin là, confidentiel, non destiné à la publication ou à l'attribution. J'échoue vraiment à ça. Ensuite, ils disent qu'il s'agit de déclarations fausses et diffamatoires à l'encontre du président Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Ils disent « Nous écrivons à nouveau au nom de nos clients, président et madame Macron ». C'est la dernière fois que je pense que vous entendrez vraiment parler de Brigitte. Nous avons été déçus par votre réponse du 16 janvier 2025 à notre lettre du 3 décembre 2024. Malgré nos avertissements et en parfaite connaissance de leur fausseté, votre cliente a persisté dans ses allégations diffamatoires, nous allons y revenir, et a même élargi la portée de sa diffamation. Nous avions souhaité épargner Mme Owens l'embarras de devoir affronter ouvertement ces fausses déclarations, mais au lieu d'agir de manière juste et responsable, il semble qu'elle se complaise dans l'attention publique. Donc, en gros, ils m'ont adressé la première menace juridique pour m'épargner. Vous voyez, ils étaient simplement là à vouloir m'aider et me faire savoir que certaines choses que j'avais dites étaient fausses. Et donc, cette lettre est un avertissement pour moi, comme c'est gentil de la part de ce couple de trouver cela dans leur cœur. Continuons à lire. Depuis notre lettre, Mme Owens a publié plusieurs ex-posts et des émissions supplémentaires, des podcasts et des pardons, diffamant davantage les Macrons. Dans la mesure où les réclamations de Macrons souffraient de l'une des déficiences juridiques que vous avez soulignées dans votre lettre, ce qui n'était pas le cas. Ms. Owens a éliminé tous les doutes sur ces affirmations et les a renforcés avec ses nouvelles déclarations de la manière la plus flagrante. Le 13 janvier 2025, Mme Owens a faussement laissé entendre que les Macrons étaient responsables de la mort d'un journaliste qui les enquêtait. D'accord, faisons une pause ici, parce que vous avez regardé le premier épisode. Ils mentent tout simplement ici, non? Il y a juste, je vous ai littéralement dit que chaque journaliste qui essaie de s'intéresser à cette histoire, il lui arrive quelque chose, d'accord? Et c'est un fait qu'Isabella Ferreira, oui, travaillait sur l'affaire, avait envoyé des messages selon ses amis disant qu'elle avait un scoop sur Emmanuel Macron et une Brigitte. La presse française en a parlé. Et ensuite, elle a été retrouvée morte, flottant dans une rivière, d'accord, ou un étang, peu importe ce que c'était. Et le public a dit qu'elle s'était noyée et ses amis ont affirmé qu'elle n'était pas suicidaire. Et le public, la presse, a dit qu'elle avait peut-être pris des pilules, je ne m'en souviens pas. Le fait est que nulle part dans le premier épisode, nous n'avons dit que Brigitte Macron et Emmanuel Macron avaient assassiné cette fille. Nous vous avons raconté ce qui s'est passé. OK, continuons à lire ici. Cette implication incendiaire est factuellement fausse, offensante et incroyablement dommageable. MS. Owens a répété cette fausse affirmation le 31 janvier 2025 et a renforcé ses implications. Ils ne disent pas que je l'ai dit. Ils disent que vous l'avez sous-entendu en déclarant qu'elle, c'est-à-dire moi, avait renforcé la sécurité après avoir reçu la lettre de Macron. Et la cause est la conséquence des choses que nous savons sur leur réseau et sur ce qui se passe, comme je l'ai dit. Chaque journaliste qui essaye de révéler cela, oui, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Nous avons renforcé notre sécurité parce que, et nous répondions au chat, des gens disaient « Trouvez-vous une bonne sécurité ?» Et bien sûr, quand des gens rôdent autour de votre propriété, que vous avez de jeunes enfants et que vous comprenez l'ampleur des enjeux, renforcer votre sécurité, c'est mon droit. D'accord. Vous n'avez pas à me dire que je ne peux pas dire la vérité au public à ce sujet. Continuons à lire pour voir ce qui les contrarie. Encore un mensonge éhonté, madame. Owens a déclaré à plusieurs reprises que les Macrons avaient admis que madame Macron a violé le président Macron dans notre lettre du 3 décembre. Il s'agit d'une fabrication complète, car aucun aveu de ce genre n'a été fait dans notre lettre du 3 décembre ni ailleurs. Non, au contraire. Nous avons montré exactement ce que vous avez dit, où vous avez admis qu'Emmanuel Macron avait 15 ans et que vous avez admis que Brigitte en avait 39. Et nous avons dit au public que cela constitue donc un aveu qu'il s'agit d'un viol statutaire. Parce que les lois à cette époque stipulaient qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement si l'adulte avait autorité sur l'enfant. Et étant donné le fait qu'il s'agissait d'un professeur et qu'Emmanuel Macron avait 15 ans et n'était pas en âge de consentir, cela constituerait un viol statutaire. Donc, nous n'avons pas dit que vous aviez écrit qu'il s'agissait d'un viol statutaire. Nous avons dit que vous l'aviez admis, consciemment ou non, en affirmant pour ce que je crois être la première fois par écrit
que leurs âges étaient de 39 et 15 ans. Et pour être clair, nous affirmons que leurs âges étaient en fait de 39 et 14 ans, car 14 ans était indéniablement l'âge auquel Emmanuel Macron a participé à cette pièce. Continuons à lire. L'imprudence de votre client à faire ces affirmations fausses et préjudiciables est stupéfiante. Ça continue. Vous consacrez la majeure partie de votre lettre à discuter de la malveillance réelle, mais les preuves bien documentées de malveillance réelle ici sont accablantes et votre client n'a fait qu'ajouter à ce dossier. Avec ses déclarations publiques après avoir reçu notre lettre, comme nous l'avons indiqué dans notre lettre du 3 décembre 2024, Madame Owens s'appuie sur des sources apparemment peu fiables pour perpétuer une théorie du complot intrinsèquement improbable malgré les preuves réfutant sa véracité. MS. Owens prétend être journaliste, mais elle ne respecte pas à plusieurs reprises les normes journalistiques dans ses reportages. Elle continue également à profiter de ses mensonges. Je bloque un nom d'entreprise. Et elle a même récemment déclaré qu'elle commencerait à revendre le T-shirt de l'homme de l'année, se moquant de Madame Macron. Et tout comme Mme Owens affirme qu'elle n'est pas obligée de créditer les Macrons, et un tribunal ne sera pas non plus obligé de créditer ces affirmations face à des preuves accablantes qui les réfutent. Donc ils disent littéralement beaucoup de rien ici, à part ça. C'est une théorie du complot improbable. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'écrire « Brigitte Macron est née femme biologique ». Nous vous disons que c'est un fait. Ils ne le feront pas. Brigitte Macron a donné naissance à 3 enfants. Leurs prénoms sont Lawrence, Sébastien et Typhon. Nous affirmons cela comme un fait. Merci de rétablir la vérité. Dans notre lettre à leur attention, nous avons dit que nous étions prêts à corriger les faits. Nous sommes prêts à dire la vérité. Nous avons même proposé de nous rendre en France pour réaliser l'entretien afin que Brigitte puisse répondre elle-même officiellement. Nous avons dit, n'importe quand, n'importe quelle date, vous nous dites, à partir de maintenant, jusqu'à, je crois, nous leur avons donné jusqu'à quelque part en mars, nous prendrons l'avion. Nous viendrons chez vous parce que nous ne voulons pas mentir à ce sujet. Et nous vous demandons d'y répondre. Et si vous ne voulez pas que je vienne et que vous ne souhaitez pas m'inviter au palais de l'Élysée, alors veuillez simplement répondre à ces 21 questions afin que nous puissions les inclure dans notre reportage. Ils refusent de le faire et affirment à la place qu'il s'agit d'une théorie du complot improbable. C'est tout, c'est ce qu'ils disent. D'accord, continuons parce que la lettre est presque terminée. C'est tout ce qu'elle dit. Depuis la réception de notre lettre, Madame Owens nous a fourni encore plus de preuves. Ok, désolé. En fait, nous venons de passer en revue cela. Oh non, c'est vrai. Depuis la réception de notre lettre, Madame Owens nous a fourni encore plus de preuves de son mépris téméraire de la vérité, de sa réelle malveillance et de son intention de nuire davantage aux Macrons. MS. Owens a reçu un avis écrit accablant sur les preuves contredisant ses affirmations dans notre lettre du 3 décembre 2024, et pourtant elle continue de redoubler d'efforts et d'étendre ses mensonges. Elle a refusé de se rétracter. L'une des allégations diffamatoires décrites dans notre lettre. MS. Owens a également cité des extraits de notre lettre, mais a refusé de présenter à son public une grande partie des preuves substantielles réfutant ses affirmations. Tout cela est une tentative manifestement évidente de diffamer et de nuire davantage aux Macron, et de cacher la vérité au public auquel elle a menti à plusieurs reprises sur ces questions. Donc, essentiellement, ce qu'ils disent, c'est « Nous vous avons envoyé une lettre de 100 pages et nous avons passé en revue tout ce qui pourrait potentiellement être diffamatoire. Comme je vous l'ai dit, en ignorant le fond, Brigitte est-elle un homme, oui ou non? Un homme biologique, oui ou non? Est-elle née homme biologique, oui ou non? » Et ils commencent à chipoter sur la colorisation des photos. Et ils vont en fait énumérer à nouveau les deux choses. Donc je n'ai pas besoin d'être redondant ici. Ils vont citer des passages d'une lettre qui figurait dans leur lettre initiale que nous n'avons pas présentée au public. C'est pourquoi nous vous montrons cette lettre en entier, parce que c'est ridicule. Vous allez voir exactement leur façon de faire. Ne jamais répondre au fond et toujours s'attarder sur des détails qu'ils qualifient de diffamatoires. Alors continuons avec cette lettre. Ça va, mademoiselle Owens? Croit à tort que ces fausses déclarations sur les Macrons sont protégées par sa liberté d'expression et de religion, ou du moins pense qu'il sera utile à sa cause de lancer ces termes. La diffamation n'a pas droit à la protection du premier amendement car, je cite, « les fausses déclarations de faits n'ont aucune valeur constitutionnelle ». Et puis, ils énumèrent un procès, une certaine jurisprudence là-dedans. Ainsi, Madame Owens ne peut pas publier, voilà, les gars, une accusation dont elle sait qu'elle n'a aucune preuve derrière elle, comme un fait pour correspondre à son scénario souhaité, et ensuite se draper dans le premier amendement. Une plainte en diffamation fondée en partie, voilà, sur Madame. Les fausses affirmations d'Owens selon lesquelles les Macrons seraient impliqués dans une secte satanique n'impliquent aucune croyance religieuse, même si un tel groupe n'existe pas.
Donc, ce qu'ils disent ici, et ça je l'ai fait, coupable comme accusé, ils ont consacré tout un segment dans leur première lettre à ce que j'ai dit, en parlant de satanisme et de secte, sous-entendant qu'ils faisaient partie d'une secte satanique, et ils affirment que c'est de la diffamation. Parler de Satan, parler de secte satanique, c'est une forme de diffamation. Et ils me demandent de rétablir la vérité. Je dis que je ne le ferai pas parce que, en tant que chrétien, d'accord, je sais que les sectes sataniques existent réellement. Et qu'ils prétendent que j'aurais dit qu'elles ne pouvaient pas exister, qu'elles n'existent pas, c'est complètement insensé et c'est une violation de mon droit à pratiquer ma religion. Donc non, je vais tenir bon sur ce point. Je vais tenir bon comme je vous l'ai déjà dit. En exprimant mon point de vue, ainsi que celui partagé par beaucoup, selon lequel la cérémonie olympique était satanique. C'est-à-dire que même la principale participante, Barbara Bush, d'accord, la lesbienne qui était au centre de tout cela, s'est moquée du Nouveau Testament dans sa story Instagram avant de la supprimer. Vous n'avez pas le droit de me dire que vous allez me poursuivre pour diffamation parce que je parle de satanisme dans un contexte qui vous met mal à l'aise, puisque c'est vous qui avez choisi Thomas Joly pour mettre en scène ce spectacle. Ma réponse est non. Alors, continuons à lire votre lettre et abordons les autres points que vous estimez que j'ai déformés, d'accord? De même, les allégations mensongères de Mme Owens ne reposent pas sur ses convictions religieuses parce qu'elle utilise une rhétorique religieuse pour gagner des adeptes. Oui, c'est exactement ce que je fais à chaque messe, chaque dimanche, j'essaie de gagner des adeptes. Votre explication ridicule pour excuser, Madame, la fausse déclaration de Mme Owens, selon laquelle les propos seraient prétendument de l'hyperbole rhétorique, n'a pas non plus tenu. Donc, pour cette partie suivante, mon avocat leur a répondu parce qu'il disait qu'une autre affirmation diffamatoire était le fait que j'ai dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. Et ils prétendent que c'est le cas, diffamation. Encore une fois, rien de tout cela n'a trait au fond de l'affirmation selon laquelle Brigitte est un homme, mais nous allons vous donner leur réponse à ce sujet. Tout d'abord, si Mme Owens croit sincèrement que ce qu'elle dit, dont elle affirme à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas d'hyperbole rhétorique, les déclarations qui consistent en des hyperboles rhétoriques, une épithète vigoureuse ou un langage figuratif ou hyperbolique vague sont protégées parce qu'elles ne peuvent raisonnablement pas être interprétées comme énonçant des faits réels sur un individu. MS. Owens ne peut pas simultanément affirmer qu'elle croit à la véracité de ses affirmations diffamatoires et que ses déclarations sont des exagérations qu'aucune personne raisonnable ne prendrait au sérieux comme des déclarations de faits présumés. Au contraire, cet argument absurde dans votre lettre ne fait que démontrer davantage que Mme Owens déforme délibérément la vérité pour choquer notre public. Un nouvel aveu de sa malveillance et de son intérêt financier à diffamer les Macrons. De plus, le contexte de ces déclarations réfute catégoriquement toute idée selon laquelle Mme Owens ne soutenait pas sérieusement une affirmation de faits réels. Au contraire, Mme Owens affirme à plusieurs reprises qu'elle fournit des faits et a récemment relevé une multitude de preuves à l'appui de ses fausses affirmations. MS. Owens l'a clairement déclaré et a éliminé tout doute quant au fait qu'elle se livrait à une hyperbole rhétorique lorsqu'elle a affirmé, le 10 janvier 2024, qu'elle exposait ce qu'elle considérait comme la vérité. Auparavant, elle avait fait l'affirmation diffamatoire selon laquelle le président Macron est un psychopathe tout en citant des recherches censées étayer son affirmation, et en affirmant que Mme Macron est un psychopathe. Les abus sexuels présumés de Macron sur le président Macron l'ont transformé en psychopathe. En affirmant révéler la vérité appuyée par des recherches, aucun auditeur raisonnable ne pourrait croire que Mme Owens se livrait à une hyperbole rhétorique qui ne devait pas être prise au sérieux. Owens se livrait à une hyperbole rhétorique qui n'était pas censée être prise au sérieux. Je vous montre cette lettre dans son intégralité pour que vous compreniez que c'est la stratégie qu'ils ont utilisée contre les journalistes en France. Quand vous voyez les médias traditionnels dire « Elle a gagné un procès en diffamation », il ne s'agit jamais de savoir si Brigitte Macron est un homme ou non. Elle n'a jamais gagné cela. Jamais. C'est toujours à propos de cette personne qui a identifié la mauvaise personne sur la photo. Elle dit qu'Emmanuel Macron était un psychopathe. A-t-elle les qualifications nécessaires? Est-elle en mesure, en tant que non-titulaire d'un doctorat en psychiatrie, d'affirmer qu'il est un psychopathe? Je vais aller au tribunal pour le découvrir. Et puis, quand ils gagnent et qu'ils obtiennent, vous savez, une condamnation pour harcèlement civil, leurs médias, dont je viens de vous expliquer dans cet épisode comment ils les contrôlent, se précipitent pour publier qu'elle a gagné un procès en diffamation. Les avez-vous entendus une seule fois dans toute cette lettre simplement affirmer que Brigitte Macron est effectivement née femme? Les avez-vous entendus affirmer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame, n'a pas fait de transition? Non, c'est tout petit. Réclamation. Et ce n'est que la fin de la lettre ici.
Je ne vous cache rien. Continuons. Et oui, c'est vrai. Ces deux choses figuraient dans leur première lettre, à savoir qu'il était un psychopathe et qu'il parlait de secte satanique. Ils ont écrit que votre affirmation selon laquelle les Macrones n'ont pas été lésés par les fausses déclarations de votre client est encore démentie par la deuxième phrase de votre lettre du 16 janvier. Selon vos propres mots, Candace est une sensation internationale. Oh merci, maître. Merci. J'ai un bon avocat. Il est tellement gentil. Ces fausses allégations ont touché un public international. Les vues, les likes, les commentaires, les téléchargements, les partages de ces fausses déclarations constituent une preuve irréfutable que les inventions de Madame Owens sont crues et répétées. Il est évident que la prolifération de ces fausses allégations par Madame Owens a entraîné une atteinte à la réputation et à la position dans la communauté. Humiliation personnelle, angoisse mentale et souffrance. Une souffrance telle, mesdames et messieurs, qu'ils ne répondent même pas à la question de base que nous posons. Êtes-vous Brigitte Macron? Brigitte Macron, êtes-vous née femme biologique? Entourée, oui ou non? S'il vous plaît, arrêtez avec ces lettres. S'il vous plaît. Bref, cela se termine par cette exigence plutôt étrange de leur part. Enfin, votre lettre ne prend pas en compte notre demande de conservation légale. Pour votre commodité, nous la répétons ici jusqu'à ce que ces questions soient résolues. Veuillez vous assurer que vos responsables et toutes vos sources conservent et préservent les courriels et les messages textes. Les enregistrements audiovisuels? Oui, d'accord, imbécile, tout est ici sur YouTube, d'accord? Qu'est-ce que tu crois qu'on cache? Nous avons déjà affirmé ce que nous pensons. Je l'ai dit 1000 fois. Je crois que Brigitte Macron est née homme biologique, d'accord? Et qu'elle a ensuite fait une transition pour devenir femme. C'est ce que je crois. Je ne sais pas combien de fois je peux le dire. Qu'est-ce que tu penses trouver dans mes messages? C'est quoi ta preuve irréfutable ici? Tu l'as. Tu l'as, mec. Nous le reconnaissons publiquement. Nous conserverons tous nos fichiers YouTube. Nous conserverons tous les fichiers vidéo. Nous conserverons nos messages textes, nos journaux, nos tweets. OK, nos tweets. Ainsi, vous pouvez montrer que je pensais ce que j'ai dit. Ensuite, vous pouvez expliquer pourquoi vous ne pouvez pas répondre aux questions. Encore une fois, il s'agit d'une tactique d'intimidation. Ils n'ont répondu à aucune de nos questions pour mettre fin à cela, ce qui les disqualifie de cette affirmation selon laquelle ils souffrent d'une telle détresse mentale, mais ils ne peuvent pas affirmer la vérité. Ils tournent autour du pot. Personne ne s'en soucie. Elle a traité Emmanuel Macron de psychopathe. C'est juste, ça fait mal. Mais ça ne l'a manifestement pas dérangé quand la presse algérienne l'a qualifié de psychopathe homosexuel. Ils n'ont pas été poursuivis, il s'en prend à Candace. Beaucoup de gens ont affirmé qu'Emmanuel Macron est un psychopathe et n'ont pas été poursuivis. Mais il veut que nous sachions qu'il est vraiment sérieux. Il vient au Tennessee. Je pense, vas-y. Arrête de perdre ton temps avec ces lettres. Vas-y, dépose la plainte, d'accord? Le monde entier veut connaître la réponse à la question. Et je crois que je connais déjà la réponse à la question. Comme je l'ai dit, nous épluchons les couches de cet oignon très lentement. Nous aidons les gens à comprendre qui est dans votre cercle, comment nous avons pu réussir cela, comment vous avez pu manipuler le monde entier, ce que vous faites en ce moment, d'accord? Parce que c'est ce que vous faites. Nous allons révéler votre stratégie juridique qui consiste à ne pas aborder l'éléphant dans la pièce pendant que vous vous plaignez de ce qui l'entoure. Oh mon Dieu. Eh bien, elle a dit « psycho ». Elle a dit « c'est un psychopathe ». Comment a-t-elle dit ça? Il est tellement blessé, il est angoissé. Tu es pathétique, Emmanuel, d'accord? Tu es absolument pathétique. Cette lettre est pathétique. Donc, quand tu me renverras une lettre en me citant sur ce qui est pathétique, sache juste que j'assumerai aussi cela. OK, je crois au satanisme. Je ne pense pas que ce soit le fruit de l'imagination de qui que ce soit, avant tout. Alors, bonne chance avec ça devant un tribunal américain, surtout dans le Sud où les gens ont encore la foi, tu sais. Et bonne chance pour essayer de prouver que tu n'es pas un psychopathe, alors que plein de gens ont affirmé dans la presse que tu l'étais et qu'ils l'ont vu pendant le COVID. Beaucoup de gens ont écrit à ce sujet sur ton état mental, et tu n'y arriveras jamais. Jamais tu ne me feras changer d'avis sur le fait que tu as été manipulée par la personne que tu as épousée en 2007, Brigitte Macron. Je crois que c'est un homme. Combien de fois dois-je le dire? Combien de façons différentes dois-je le dire? Devrais-je le dire en français? Parlez-vous français? Devrais-je apprendre un peu de français pour le dire d'une autre manière? Ça devient vraiment ridicule, d'accord? Tout le public est maintenant en train de regarder Emmanuel. Et Brigitte, je sais que tu veilles tard pour regarder ça au palais de l'Élysée, probablement tous réunis dans une pièce. Tu es probablement à côté de ton prochain agent de relations publiques maintenant que tu as laissé tomber Mimi. Parce que certaines choses devenaient évidentes à propos de son passé. Je sais que ça t'inquiète, pas parce que quelqu'un te traite de psychopathe.
À quel point un dirigeant du G7 peut-il être susceptible, franchement? Mais ce qui t'inquiète, c'est le fond. Nous allons aborder le fond du sujet, et le monde entier va nous regarder le faire. Donc, je conclus ceci, monsieur et monsieur Macron, en vous remerciant de promouvoir cette série de la seule façon que vous connaissez. En pleurant comme des bébés en public et en pensant que je vais garder ça privé ou secret, je crois en la transparence radicale. Je dis tout à mes abonnés parce que je les considère comme des amis. Je ne les considère même pas comme des fans. Je les considère comme des personnes qui, comme moi, sont des citoyens concernés et qui ont le droit de savoir qui dirige nos pays. C'est aussi simple que ça. Et je suis très préoccupée par ceux qui dirigent votre pays. Je suis vraiment inquiet à ce sujet. Je suis très inquiet de leur lien avec les médias américains. Et je suis très inquiet que la plupart des gens dans le monde n'entendent parler de cette histoire que maintenant, ce qui est insensé. Et ça devient de plus en plus insensé à chaque épisode. Donc nous n'allons pas nous arrêter, et qui que ce soit derrière les attaques DDoS, vous n'arriverez pas à arrêter cela. À ceux qui nous regardent, nous vous demandons évidemment de soutenir notre travail en tant que journaliste indépendant. La meilleure façon de le faire est d'aller sur candaceowens.com. Vous pouvez faire un don, vous pouvez acheter des produits dérivés pour nous soutenir. Je sais qu'à l'étranger, cela peut parfois représenter beaucoup avec les frais d'expédition, mais vous pouvez simplement faire un don et nous soutenir de cette façon. Ou vous pouvez vous abonner à toutes nos offres sur candaceowens.com. Je vous en serai profondément reconnaissante. Nous sommes conscients que tout ce que nous faisons comporte d'énormes risques, mais nous pensons que ce sont des risques nécessaires pour protéger les enfants. Et c'est de cela qu'il s'agit, au bout du compte. Protéger les enfants contre des personnes que nous considérons comme prédatrices. Et je crois que Brigitte Macron était une prédatrice. Ne vous y trompez pas, je crois qu'elle est une prédatrice. Je pense qu'elle manipule la presse et manipule les tribunaux. C'est prédateur. Manipuler les journalistes, essayer de faire taire la parole, tout cela est prédateur. C'est notre conclusion, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode.